Je m'appelle Julie Fett. Aujourd'hui, je fais une interview avec Monsieur Raoul Schweitschnick, ici à Saint-Maurice, France. Nous sommes le 25 juillet 1995. Bon, S'il vous plaît, monsieur, présentez-vous, votre nom, votre date et lieu de naissance, et commencez par nous décrivant votre enfance avant la guerre. je m'appelle Raoul Zivieznik. Je suis né le 7 mars 1925 à Paris 12e. J'ai vécu une enfance heureuse, sans histoire, sans problème, jusqu'à 1900, jusqu'à la déclaration de la guerre. Bon, comme étude, j'étais à l'école communale. Naturellement, la guerre m'a fait arrêter les études. Je me suis arrêté au certificat d'études en 1939. Je suis né de parents émigrés de Pologne qui sont arrivés en France après la guerre de 1914, tous les deux. Et, et nous avons vécu à Belleville, dans un quartier juif, où mes parents avaient un petit magasin de bijouterie. Et nous étions heureux. Je garde un souvenir très très heureux de mon enfance et de mon adolescence. Sauf peut-être des années 1934, la période du fascisme, la période très triste pour nous, très difficile, parce qu'à cause il y avait l'extrême droite et les antisémites qui cherchaient énormément à nuire. Mais cette période a été relativement assez courte. Et après, nous avons vécu des heures plus heureuses, peut-être en 1936, avec l'avènement du Front populaire, qui nous donnait beaucoup d'espoir. Peut-être quelques déceptions après. Mais mon enfance, je m'en souviens très très bien. J'ai vécu cette période assez heureuse jusqu'à la déclaration de la guerre. Peut-être même jusqu'en 1938, jusqu'à peut-être même un peu avant la nuit de cristal qu'il y a eu en Allemagne, qui nous a choqués énormément. Nous recevions à l'époque, je m'en souviens, étant enfant, nous recevions beaucoup d'émigrés, de juifs immigrés qui venaient d'Allemagne, qui se sont enfuis du nazisme et qui beaucoup venaient en France, ou de passage en France. Et nous avions très peur à l'époque, parce que nous avions peur surtout de l'hitlérisme, à juste titre d'ailleurs, la suite nous l'a prouvé. Et jusqu'en 1938, je me souviens très très bien de Munich, et après il y a eu la guerre en 1939. Et mon père est parti à l'époque, est parti tout de suite à l'armée. Et ça a été une période très douloureuse pour nous. Nous demandions si nous allions le revoir. Et bon, je ne vous raconte pas l'histoire de la guerre qui a été très rapide en France. Et il a été démobilisé en 1940. Et nous aurions préféré qu'il soit fait prisonnier. Peut-être qu'il aurait survécu à la guerre. Je dis malheureusement, il n'a pas été fait prisonnier, il a été libéré. Et nous sommes revenus à Paris. Il est revenu plutôt, lui, il est revenu à Paris, et nous avons recommencé à vivre. Nous croyions normalement. Et nous avions déjà l'invasion allemande. Les Allemands avaient déjà occupé Paris et une partie de la France. Malgré tout, j'ai une période, j'ai des souvenirs assez vagues. Il y a quand même plus d'un demi-siècle à passer. Les souvenirs sont là, mais assez vagues quand même. Et j'ai commencé avec mon père. Mon père était bijoutier. Et était bijoutier artisan. Et j'ai commencé avec lui à apprendre le métier. Je n'avais pas d'autre solution. Les études, pour moi, ont été très brèves. Je n'étais pas très doué non plus pour les études. J'étais plus doué, si on peut appeler ça doué, pour les travaux manuels. Et j'ai commencé à travailler avec mon père dans la bijouterie. Il a commencé à m'apprendre le métier. Et cela a duré environ 1 an, jusqu'en 1941, jusqu'au 11 décembre 1941. Une petite anecdote aussi, le 11 décembre 1941, mon père voulait absolument que je sache faire le dessin. Et pour la bijouterie, le dessin, c'était une chose très très importante.
de savoir faire, dessiner des bijoux. Il croyait que je deviendrais un créateur, ou je deviendrais un joaillier. Et il m'envoyait à l'école de bijouterie, qui se situait à l'époque rue du Louvre. Et je suis allé rue du Louvre le 11 décembre 1941. Et ce jour-là, on m'a fait faire un peu genre de sculpture. Et j'avais fait une fresque. Et cette fresque, je la trouvais jolie, moi. Et le soir, quand nous avons terminé, le professeur vient vers moi et me demande, il y a combien d'années que vous faites de la fresque? Et je lui ai dit, c'est la première fois que j'en fais, c'est le premier jour. Je n'en ai jamais fait avant. Et je me souviens de la réflexion, oui, avec vous les Juifs, on ne peut jamais connaître la vérité. Et moi, dans mon fond intérieur, je savais que c'était vrai. Il y avait 3 heures que je faisais des fresques, genre sculpture. C'était des feuilles de lierre. Je me souviens, c'était pas mal. J'avais peut-être des dons pour la sculpture, mais mon avenir m'a poussé vers une autre voie, plus mauvaise d'ailleurs. Et le lendemain matin, le 12 décembre, j'ai été arrêté avec mon père. Pour revenir un petit peu, votre famille faisait partie d'une grande communauté juive? Nous faisions partie de la communauté juive, oui. Nous vivions à l'époque à Belleville, où mes parents avaient un petit magasin de bijouterie, que je vous ai montré la photo où je suis photographié avec ma mère. Oui, ils faisaient partie de la communauté juive, mais une communauté plutôt laïque. Mes parents sont d'origine polonaise, où à l'époque, en Pologne, toutes les familles étaient très très pieuses. Mais quand ils sont arrivés à Paris, ce sont des gens qui étaient devenus plutôt libérales, tous assez gauchisants. Ils croyaient en l'avenir du socialisme. Bon, le fait, à la suite, nous a montré qu'il y a eu des aléas, des erreurs de commises, mais ils y croyaient beaucoup. Et nous avons été dans un milieu juif, mais libéral, et laïque surtout. J'étais dans les patronages, mais nous étions dans l'ambiance vraiment juive. Et ce qui est un paradoxe, comme ils étaient à Belleville, juive et arabe aussi. Il y avait beaucoup d'arabes, et les deux communautés vivaient sans aucun problème. Sans aucun problème. Et ça a vécu jusqu'en 1939, jusqu'en juillet 1939, où nous avons quitté le quartier de Belleville pour nous installer plus bas, un peu mieux, si je peux, ce n'est pas péjoratif quand je dis mieux, parce que l'autre, à Belleville, c'était pas mal, mais nous sommes descendus à la République, où nous avons vécu rue Notre-Dame de Nazareth, où mon père a créé un atelier de bijouterie, et c'est de là jusqu'à là, nous avons toujours vécu. Même après la guerre, j'ai encore vécu dans cet appartement. Alors, ça marchait bien son magasin à la fin Non, des années 30? non, ça marchait pas, on végétait, on vivotait, mais nos parents n'étaient pas très exigeants. La vie était moins exigeante qu'elle l'est actuellement. Les besoins étaient moindres aussi. Et ils se contentaient de ce que nous avions. Surtout, ils remerciaient le pays, ils remerciaient la France de nous avoir accueillis. La France, le pays de la liberté, d'avoir donné la liberté, d'avoir permis aux enfants de les instruire, d'aller à l'école, de pouvoir progresser. Il remerciait surtout la France. D'ailleurs, mon père est parti soldat, il est parti défendre son pays. Il trouvait ça tout à fait naturel. Et surtout, nous remercions la France. Tous les jours, ils étaient contents d'être ici. Et ça leur remontait le moral. Mais malheureusement, il y avait des grands problèmes d'antisémitisme déjà aussi avant la guerre en France, avec la droite et l'extrême droite. Et d'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté actuellement, c'est... Vous l'aviez senti? Ah, vous-même, oui, absolument. en tant Vous qu'enfant? savez, pour moi, les événements de 1934 sont encore dans ma mémoire. Je m'en souviens très, très bien. Nous avions dans la rue, nous étions à Belleville, des barricades qui avaient été montées. Et ça, je m'en souviens comme c'est très loin, 60 ans passés. Et je m'en souviens très, très bien. Oui, nous avons vécu, c'était très, très dur. C'était l'époque de Maurras, de Charles Maurras et tout. L'extrême droite était très, très virulent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des événements de 34. C'était très, très virulent et c'était à la chasse aux Juifs, aux émigrants, comme maintenant. Mais c'était encore peut-être plus virulent parce qu'on ne cherchait pas à se défendre. On cherchait plutôt à se cacher. Nos parents étaient plus peureux, je dirais. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, peut-être en 34 ou même en 38? En 34, pas grand-chose. Quand même, 34, j'avais 9 ans.
Vous savez, les parents ne nous laissaient pas sortir. Et maintenant, un enfant, on le laisse sortir, il va, il vient. À l'époque, on n'allait pas. Je ne connaissais que mon quartier, moi. La place de la République, je ne la connaissais pas. Je connais que le quartier de Belleville, ça s'arrêtait là. On ne sortait pas, on ne faisait pas comme on le fait maintenant. On va se promener, on va. C'était Belleville, c'est tout. C'était notre quartier. Il y avait 5 ou 6 rues avoisinantes, je ne les connaissais plus. Il y avait 2 cinémas à côté de chez nous. On connaissait que ces 2 cinémas. Que nous allions seulement le jeudi, parce que c'était moins cher. Le dimanche, c'était plus cher. Nous ne pouvions pas y aller. Nos parents n'avaient pas les moyens non plus. Mais nous étions heureux quand même. La vie de famille, c'était quelque chose d'extraordinaire. Puis nous étions bien, nous étions considérés aussi. C'était vous et vos parents? Oui. Vous avez une sœur? J'ai une sœur, oui, qui est active actuellement, qui a 2 ans et demi plus que moi. Et oui, j'ai une sœur, c'est tout. C'est pratiquement ma seule famille qui reste. Ça vous a fait quel effet quand votre père est parti pour la guerre en 1939? Vous avez eu peur pour lui? Non, ça m'a fait... J'étais fier de mon père. D'abord parce qu'il allait porter l'uniforme français, il allait défendre... J'ai trouvé ça tout à fait naturel. Il allait défendre son pays, comme tout le monde. Il allait défendre son pays. C'était tout à fait naturel. Mon père avait un frère qui n'était pas français. Il s'est engagé tout de suite. La semaine qui a suivi la déclaration de la guerre, il est parti s'enrôler dans l'armée française. Tout de suite, il trouvait ça naturel. Il parlait très mal le français. Mon père parlait très bien, parlait couramment, écrivait couramment. Mais mon oncle trouvait ça tout à fait naturel, il s'enrôlait dans l'armée française. Il vit dans un pays, il bénéficie de tous les avantages du pays, surtout la liberté. Et le pays est en danger, il a trouvé ça tout à fait naturel d'aller défendre le pays. Bon, mon père, c'était son devoir, il était français. Lui, on ne lui a pas demandé son avis. Mais à mon oncle, il s'est engagé tout de suite. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, presque tous les juifs qui étaient en âge de porter les armes se sont engagés à l'époque dans l'armée française. Tous n'ont pas été pris pour diverses raisons, raisons de santé, je ne sais pas, je ne saurais vous dire pour quelles raisons. Malgré tout, je n'étais pas très vieux à l'époque. Mais c'est cette période heureuse et malheureuse en même temps, si on peut dire. Heureuse dans le contexte familial, malheureuse souvent par des actes d'antisémitisme, mais comme nous vivions dans ce quartier où il n'y avait que des juifs, pas que des juifs, beaucoup de juifs, avec des arabes, ça se passait pas trop mal, parce que surtout, nous ne quittions pas ce quartier. C'est ça. Je pense que si nous avions nous avions été dans des quartiers un peu plus aristocratiques, si on voulait, ou plus riches, le problème aurait été différent, surtout avec un nom qui n'était pas un nom typiquement polonais. La vie aurait été peut-être plus difficile. Mais ce nom, j'ai voulu le garder jusqu'à ce jour, et mes enfants continuent encore aujourd'hui, et ça, c'est ma fierté, d'avoir mon nom, de garder mon nom, de ne pas chercher à changer de nom. C'est ma fierté. Mon fils, mes petits-enfants, et ma belle-fille, tout le monde garde son nom. Pour moi, c'est une chose très importante. C'est le nom de mes ancêtres, de mon père, de mon grand-père, de mes ancêtres. C'est mon nom. Et quand votre père est retourné du front, la vie est retournée à... Là, nous avons cru que la vie serait normale. Les Allemands, effectivement, avaient déjà occupé Paris et une partie de la France. Nous avons cru que la vie continuerait comme ça. Bon, mon père a recommencé à travailler. Moi, j'ai commencé à travailler avec lui. On a cru que ça pourrait durer comme ça. Mais nous nous sommes trompés. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré jusqu'en 1941, jusqu'à la fin 1941. Alors, ce jour de 11-12... D'ailleurs, nous savions déjà, parce qu'il y avait quand même déjà eu des arrestations, quelques-unes. Mon oncle, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est enrôlé au début de la guerre, avait été arrêté à la première rafle de Pithiviers et Beaune-la-Rolande en mai 1941. Il avait déjà été interné. Bon, nous avions cru que c'était un internement peut-être provisoire, mais on ne voyait pas le danger qu'encouraient ces arrestations. Et après, il y a eu la grande rafle de août 41 pour Drancy, où tous les juifs polonais ont été arrêtés, tous, une grande partie des juifs polonais, surtout, je crois que c'était la rafle du 11e, dont la famille de ma femme a été arrêtée aussi, et qui ont été transportés à Drancy. Et là, nous avons commencé à avoir peur, malgré tout. Et à cette époque, je me souviens, j'étais parti faire du camping sur le bord de la Loire avec des camarades, et mon père nous envoyait un télégramme de rentrer immédiatement. Nous avions commencé à avoir peur.
Pendant l'été 41. L'été 41, la rafle de Drancy, des juifs du 11e arrondissement. C'est surtout des juifs étrangers, apatrides, étrangers, mais ils ne touchaient pas aux juifs français. Mais mon père a commencé à avoir peur et nous a fait revenir à Paris. Mais là, on a commencé à avoir des craintes qui se sont avérées, hélas, exactes. Et 3 mois après, c'était notre tour. Là, ce jour-là, c'était que pour des juifs français, le 12 décembre 1941. C'était en représailles à un attentat qu'il y avait eu, je crois, au métro Barbès, où 2 officiers allemands ont été abattus par la résistance. Et ils ont pris en représailles 1000 juifs français choisis parmi la communauté, comment vous dirais-je, ils appelaient ça l'élite. Des docteurs, des médecins, des dentistes, des officiers, des ingénieurs, et tous les métiers. Il y avait beaucoup de militaires aussi, il y a des avocats, et ils ont inclus les bijoutiers. Ils trouvaient que c'était un métier d'élite. Et voilà, et j'ai fait partie de cette arrestation avec mon père, naturellement. Pourriez nous décrire alors ce jour, ce soir, cette nuit? Ce jour, oui, il y a des choses que je ne pourrais pas décrire, qui ne me sauraient pas, mais ce jour, je dors, là, en général, ça m'a permis de rentrer de déportation. J'ai un sommeil profond, que j'ai toujours encore actuellement. Oui, à mon âge, j'ai encore le sommeil profond. Et ce jour-là, à 5 heures du matin, je ne sais pas pourquoi je ne dormais pas. Chose qui m'arrivait, peut-être le pressentiment, la prémonition, je ne sais pas. Je ne dormais pas. Et j'ai entendu dans l'escalier des bruits de bottes. Et je me demandais qu'est-ce qui arrivait. Comme nous habitions au 2e, nous étions déjà rue Notre-Dame de Nazareth à la République. Et tout à l'heure, ils ont commencé à frapper dans la porte. Et c'est les Allemands qui sont venus, la feldgendarmerie allemande, qui était venue arrêter mon père. Il fait partie de ces représailles, de l'arrestation de ces 1000 juifs français. Et je revois, mon père était un monsieur qui était tout petit. Vous savez, le monsieur qui était tranquille, je dirais pas peureux, mais qui est un peu peureux, comme étaient hélas beaucoup de juifs à l'époque. Et il tremblait et je l'aidais à s'habiller. J'étais déjà grand, je faisais déjà 1m80. Et mon père faisait 1m56. Vous avez eu l'âge de 16 ans. J'avais 16 ans, je mesurais déjà 1m80. Mon père était tout petit. Il tremblait tellement. Ma mère était au lit, dans son lit, elle ne pouvait pas sortir, tellement elle tremblait. Ma soeur ne pouvait pas sortir, tellement elle tremblait. J'aidais mon père, moi, à s'habiller. Parce que je voyais qu'il était incapable seul. Et quand les Allemands m'ont regardé, ils me demandaient quel âge as-tu? Puis alt bist du, ça veut dire quel âge as-tu en allemand? Alors c'est ma mère qui a répondu, c'est un enfant, il a 16 ans. J'avais effectivement 16 ans. Ils m'ont regardé, ils se sont regardés les deux, un dit à l'autre, et me dit à moi, non pardon, il me dit à moi, du comme Smith, tu viens avec. Là, et je me suis pratiquement habillé dans la rue. J'ai pris mes vêtements et ils m'ont emmené avec mon père. J'étais grand déjà, bon, et ils m'ont emmené avec lui. Et ils nous ont emmenés au commissariat de police, à la mairie du 3e arrondissement. Vous voulez la suite après? Tout de suite? Ils vous ont amené à pied? À pied, je ressens encore le canon du fusil dans le dos. Les Allemands me poussaient, pour aller plus vite, me poussaient avec le fusil pour marcher dans la rue. Il faisait nuit. Je dirais pas, j'avais presque honte, j'avais peur qu'on me voie. Les gens vont croire que peut-être je suis un assassin, un bandit, un voleur qu'on vient d'arrêter, qu'on pousse avec son fusil dans le dos comme ça peut être un assassin. J'avais rien fait, j'étais seulement juif. Mais je pense pas que c'était pas un crime. Et il faisait nuit, comme c'était l'hiver. J'étais presque heureux qu'il fasse nuit, de peur qu'on me voie. Et je savais pourtant, je n'avais rien fait de mal. Vous saviez à ce moment que c'était parce que vous étiez juif? Naturellement, oui, ça le savait, oui, absolument. C'était déjà la 3e vague d'arrestation, uniquement des juifs. Et nous sommes arrivés à ce commissariat, je dirais presque la police française. Une partie était, dans ce commissariat, il y avait beaucoup d'agents de police qui étaient là. Une partie était indifférente, les autres étaient railleurs, les autres moqueurs, les autres, ça les faisait rire. Une partie était indifférente, mais aucune pitié, aucune pitié. Ça, je peux dire aucune. Et peut-être, je ne peux pas vous dire, peut-être une demi-heure ou 1 heure après, un quart de police est venu nous chercher. Nous étions plusieurs.
Je ne me souviens pas combien de personnes nous étions, mais très peu nombreux. D'ailleurs, dans la maison où nous habitions, il y avait un juif polonais qui habitait. Celui-là, ils ne l'ont pas pris. C'était uniquement des Français. Et ils nous ont emmenés, le quart de police nous a emmenés à l'école militaire. Vous parliez avec eux en demandant qu'est-ce Pas qu'on du va tout. devenir. Ils ne nous auraient pas répondu. Ça leur était totalement indifférent. Alors, vraiment indifférent. On pouvait nous fusiller, n'importe quoi. Tout ce qui pouvait nous arriver leur était totalement indifférent. Aussi bien les Français que les Allemands. Je parle de la police, qui était quand même au service de Vichy à l'époque. Bon, maintenant, les Allemands étaient indifférents, c'est tout à fait normal, mais de la police française, c'est quand même les Allemands qui m'ont arrêté. Mais ils nous ont remis à la police française. Après, et nous sommes arrivés à l'école militaire, et ils ont commencé à nous parquer dans le manège de l'école militaire. Vous savez où se trouve l'école militaire? Et ils nous ont mis dans ce manège, et nous étions parmi les premiers à arriver. Et au fur et à mesure, les gens arrivaient. Et je crois que nous sommes arrivés presque 1000. Et j'ai vu arriver un curé en soutane. J'ai vu arriver un officier français. Je ne me souviens pas du grade. Et j'ai vu arriver un deuxième officier français, en militaire, naturellement, en uniforme. Alors il disait, c'est une erreur, c'est nous, on va certainement venir on va nous relâcher incessamment. C'est certainement une erreur. Nous sommes français, effectivement, ils étaient des officiers. D'abord, ils étaient des officiers français. Et il y avait ce curé en soutane, on se demandait qu'est-ce qu'il faisait là avec des juifs. Ah, il disait, moi je vais certainement être libéré. Effectivement, peut-être une heure après, on est venu les chercher, les officiers qui étaient en uniforme et le curé. On est venu les chercher. Il dit, vous voyez, ils sont partis. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils sont revenus une heure après, en civil. On les a ramenés chez eux. On les a mis, les officiers, on les a mis en civil. C'était des juifs. Le curé, c'était un juif converti. C'était un avant-gardiste à Monseigneur Lustiger, pour qui je porte beaucoup d'amitié. C'est pas une critique. Je porte beaucoup d'amitié à Monseigneur Lustiger. Je trouve que c'est un homme sincère et droit. Parenthèse. Et ce curé, on l'a ramené en civil. Naturellement, il était abattu entièrement. Et nous sommes restés là jusqu'au soir. Et à un moment donné, on nous a alignés contre le mur. Et les Allemands sont venus devant. Et là, on était sûrs que nous allions être fusillés. C'est ça, il n'y a pas de doute, c'était le scénario pour aller être fusillé. Et mon père, qui était un homme libéral, naturellement qui connaissait toutes les prières parce qu'il était élevé dans la piété, il a commencé, je l'entendais marmonner. Je dis, papa, mais que fais-tu? Il dit, je dis mes prières avant de mourir. Ça m'a bouleversé. Lui, il était sûr. Moi aussi, j'essaie. Mais lui, il a peut-être pensé, qu'est-ce que je risque? Il a fait l'appel à Dieu. Il a fait l'appel. Et il a fait ses prières. Je crois que ça s'appelle Shiva. Et ça s'est passé. Il ne nous est rien arrivé, là. Et ça a duré jusqu'au soir, naturellement, sans eau, sans nourriture, sans rien, toute la journée. Aucune nourriture, rien. Vous étiez gardé par les Allemands et les Français? Non, les Français seulement. Les Français. La gendarmerie française. C'était plus la police, c'était la gendarmerie française. Des Allemands nous ont remis à la police française nous a remis à la gendarmerie française. Et là, nous sommes restés jusqu'au soir, je pense 7-8 heures le soir, je ne me souviens pas exactement l'heure. Je sais qu'il faisait nuit déjà. On nous a remis toutes les 1000 personnes, les cars de police, ces fameux cars de police qu'on a vus récemment à la télévision pour les raves du Veldiv. C'est ces mêmes cars ou les autobus qui ont remarché. Ont été très utiles, les autobus. Ça a bien marché pendant la guerre, surtout pour les Juifs. Et on nous a emmenés à la gare du Nord. C'est la seule fois où j'ai voyagé dans un wagon à compartiment, wagon voyageur. Et nous sommes partis à Compiègne. Et nous sommes arrivés à Compiègne, peut-être minuit, 1h du matin, 11h, je ne peux pas vous dire exactement l'heure. Et nous sommes descendus à la gare de triage de Compiègne. Et là, moi j'avais comment dirais-je, un jeune est un peu inconscient, l'inconscient d'un jeune, et j'étais assez, je n'étais pas peureux. Et je regardais autour de moi, il faisait nuit, il y avait relativement peu de gardes. Je dis relativement, mais ils étaient 1000, il y avait peut-être 50 gendarmes ou 60 gendarmes. C'est relativement peu pour 1000 personnes.
Et je dis à mon père, je crois qu'on devrait se sauver. Là, il fait nuit, ça, on peut se sauver. Et mon père avait tellement peur, il m'a attrapé la main, je l'entends encore, je le ressens. D'ailleurs, je pense que vous vous souvenez, j'ai écrit dans dans mon, dans mon livre, je ressens encore qu'il me saigne, il ne bouge pas. Il avait tellement peur, il avait tellement peur. Il m'a dit, ne bouge pas, on reste là, on ne bouge pas. Il m'a serré la main tellement fort, je ressens encore la pression de sa main sur la mienne. Et du moment, je suis resté. Je n'allais pas l'abandonner, je voulais m'en aller avec lui, m'enfuir avec lui. Seul, je ne l'aurais pas fait, naturellement. Je ne l'aurais pas abandonné. Surtout que physiquement, j'étais plus fort que lui. Déjà, par la taille, par la jeunesse, par l'âge, et par le moral surtout. Parce que moi, j'étais un garçon, j'étais audacieux, j'avais pas peur. J'ai toujours, c'est mon tempérament, je ne suis pas un peureux de nature. J'ai des fois un peu trop, un petit peu trop audacieux, surtout maintenant avec mon âge. Le coup de poing ne me fait pas peur, même actuellement. Je l'évite quand même, vu ma santé, je l'évite quand même, je vous dis tout de suite. Mais si on m'embête, même maintenant, Et nous avons commencé à marcher pour aller rejoindre le camp de Royalieu qui se trouvait à 5-6 km de Compiègne. Vous savez, je vous raconte ça en détail parce que par la suite, je vous raconterai moins de détails. Beaucoup, presque tous, je les ai oubliés. Mais ceux-là, ce jour, je peux vous raconter heure par heure presque. Je ne l'ai pas oublié ce jour. Ça semble drôle qu'après un si long temps, je peux me rappeler de tels détails. D'ailleurs, dans mon témoignage que vous avez lu, vous avez vu, j'ai ces détails-là, ça m'est resté gravé et j'y pense relativement assez souvent. Et en marchant, nous avons, vraiment, c'était une colonne qui s'est ébranlée, on marchait doucement. Il y avait beaucoup de personnes âgées. Vous étiez 1000? Environ 1000. Mais beaucoup de personnes âgées. Nous étions 5 ou 6 jeunes de moins de 18 ans, c'est tout. Vous voyez, le pourcentage était très faible. Et je marchais à côté de mon père, et tout d'un coup, il y a un Allemand qui vient me chercher, qui m'attrape et m'emmène en queue de peloton. Mon père a tellement eu peur, on a dit qu'est-ce qui allait m'arriver. Il y avait un vieux monsieur qui ne pouvait pas marcher, et je devais le soutenir, l'aider à marcher. Et je l'ai aidé à marcher jusqu'à l'arrivée dans le camp. Nous sommes arrivés dans le camp, on nous a mis dans des baraques, naturellement, pas de lumière, aucune lumière, et il y avait des chambrées, je ne sais pas, peut-être. C'était une caserne, la caserne de Royalieu, qui existe toujours d'ailleurs. Et la baraque où nous étions, il y avait des chambres de 30, 40 lits, la paille par terre. Et toi, moi, je suis rentré avec ce monsieur, on s'est mis dans la paille par terre, on a passé la nuit. Mais je n'ai pas pu retrouver mon père. Et mon père était convaincu qu'il m'est arrivé que j'avais été fusillé, parce qu'il entendait des coups de feu quand même. Il avait été convaincu que j'étais fusillé. Je ne pouvais pas le retrouver. D'abord, on n'avait pas le droit de sortir de la baraque, et il faisait nuit, je ne savais pas où le chercher. Et je me suis affalé dans la paille et j'ai dormi. Je dors toujours très facilement, et je me suis endormi. Et le lendemain matin, première chose, quand je me suis réveillé, j'étais à la recherche de mon père. Je vois la tête de mon père quand il m'a vu arriver. Il m'a sauté dessus. Je sens encore ses embrassades, tellement il avait cru que j'étais mort. Il a tellement été heureux de me retrouver vivant. Et là, je suis resté avec lui, naturellement. Nous sommes restés 3 mois à Compiègne. 3 mois très difficiles. 3 mois à crever de faim, pratiquement, avec une nourriture pratiquement inexistante. C'est très peu. Droit à aucun paquet, rien du tout. Ça a duré 3 mois. D'un hiver, l'hiver 41-42, très rigoureux. Je crois qu'il faisait plus de moins 20 degrés à Compiègne à l'époque. Ah oui, plus de moins 20 degrés, sans chauffage, naturellement, sans nourriture. Des vêtements, c'était sommaire. On n'a pas eu le temps d'emporter grand-chose comme vêtements. Si nous avons eu le droit une fois à recevoir quelques vêtements. Et mon père avait demandé un par-dessus qu'on lui avait envoyé d'ailleurs. Et moi, j'avais demandé on avait droit à des médicaments. Et moi, j'avais demandé des pastilles Valda. Parce que je dis, au moins, ça, on pourra les manger. Les pastilles Valda, c'est un médicament, mais on pourra les manger. Effectivement, j'ai reçu des pastilles Valda. J'avais considéré ça comme de la nourriture. J'ai toujours été très porté sur la nourriture. Je le suis encore. Et ces 3 mois étaient très difficiles. Et ça a duré jusqu'au mois de mars. Je ne sais, au début mars, je ne peux pas vous dire la date près. Et on savait qu'il y avait quelque chose allait se passer. Quoi? Naturellement, on ne nous a pas prévenus. Et un jour, ils sont venus chercher les moins de 18 ans et les plus de 70 ans. Actuellement, mon père avait 42, 43 ans. Et moi, j'avais 16 ans et demi.
Alors, on m'a séparé de mon père, mais mon père était convaincu que j'allais être libéré. Et les plus de 70 ans aussi, nous étions peut-être, je ne peux pas vous dire peut-être une centaine, entre les vieux et moi, les jeunes, nous étions 6, de moins de 18 ans, et on est venu chercher. Et cet adieu, c'est là que j'ai vu mon père pour la dernière fois. Il y a eu cet adieu, mais il y avait la joie sur son visage, il était convaincu que j'allais être libéré. Il dit, au moins, lui sera libéré, il va s'en sortir. Bon, au moins, ça a été un bon moment pour lui, un moment de bonheur, croyant que j'allais être libéré. Et nous sommes sortis du camp, et nous sommes rentrés, nous sommes sortis, on a traversé la route, et nous sommes montés dans le champ de tir. Il y avait un mur, la même scène qu'au manège des Allemands devant. Non, des Allemands devant, fusils, des gendarmes, et nous, on nous met contre le mur. Et ça y est. Là, j'étais convaincu que j'allais être fusillé. Ça, c'était... Vous étiez avec des gens que vous connaissez, des jeunes et des Non, âgés? j'étais avec le frère de... Il y avait M. René Blum, le frère de Léon Blum, qui était un homme extraordinaire. Il y avait le colonel Masse, il y avait l'amiral Canapin, qui était là avec nous. Il y avait le patron des chaussures André, M. Georges Lévy. Il y avait... il y avait encore beaucoup de personnalités que j'ai oubliées. Il y avait des avocats célèbres, je me souviens pas de tout, le professeur Georges Wellers, que j'ai revu après la guerre. Tous ces gens à Compiègne. À Compiègne, oui. Alors là, on était sûr qu'on allait être fusillés. Non, on n'a pas été fusillés. Les Allemands sont partis, les gendarmes sont occupés de nous, ils sont venus, ils nous ont mis des menottes aux mains. Mes premières fois de ma vie, je portais des menottes, comme un criminel. J'étais criminel, j'étais juif. J'étais un criminel. Et on nous a mis alors un gendarme de chaque côté, et nous voilà repartis pour la gare de Compiègne, faire la route 2 jours. C'était plus des gens qui nous regardaient comme des villes criminelles, des gens avec des menottes, avec des gendarmes. Ça peut être que des criminels. Et on a refait le chemin de retour jusqu'à la gare de Compiègne, à pied. C'est ces menottes qui m'ont... Ça, je ne l'ai pas encore aujourd'hui encore. Je les sens encore dans mes mains. Ça, je n'ai pas pu le supporter. D'apporter des menottes. J'avais rien fait, j'ai tué personne, j'ai volé personne. On s'est toujours conduit honnêtement. Et nous sommes montés dans le train. Et nous sommes arrivés le soir. Là, il faisait nuit à Paris, à la gare du Nord. Et quand je suis arrivé à la gare du Nord, il y avait ce hall. C'était à 200-300 mètres de où j'habitais. Et je dis, ma mère, elle est là à 300 mètres de moi. Je voyais la gare du Nord, je voyais les gens dans la rue qui marchaient. J'étais à 300 mètres de chez moi. Ma mère et ma sœur étaient pas loin. On a attendu un petit peu et on est monté dans ces fameux autobus. Et ça, toujours destination inconnue. Et nous la partie, et nous sommes arrivés dans la nuit au camp de Drancy. Alors là, ça a recommencé, là, on nous a affecté une chambre. Je me souviens, toujours par terre, sur la paille. Et là a commencé aussi un calvaire moins difficile quand même qu'à Compiègne. La nourriture était très restreinte, mais quand même un peu plus supportable qu'à Compiègne. Il faut dire, la saison commençait le printemps, c'était fin mars. La saison était moins rude, il faisait moins froid. Et là, c'était quand même un peu moins difficile. Ça va? Mené par Julie Fett avec Raoul Schwetznik à Saint-Maurice. Monsieur, de la gare du Nord, vous étiez amené alors à Drancy. Oui. Comment c'était ce trajet de quitter ces Ça n'a pas été un grand problème parce que de la gare du Nord à Drancy, c'est pas très loin. C'est une histoire de même une petite demi-heure d'autobus. Bon, nous sommes arrivés à Drancy tard le soir. On nous a mis dans des... Là-bas, c'était pas des baraques, c'était des étages, c'était des immeubles à 4 étages et des escaliers. Et nous, on nous a affecté
l'escalier, je me souviens, au 4e étage. C'était des appartements qui n'étaient pas terminés, qui étaient bruts de ciment. Alors, on nous a mis naturellement sur la paille par terre. Et bon, la première, on l'a passé. Et nous nous sommes organisés. Nous avons vécu là-bas jusqu'au mois d'août, du mois de mars 42 à août 42. C'était une période pour moi relativement moins difficile. J'ai eu la chance d'être affecté à la distribution du pain, à la boulangerie. Ça, c'était une chance inouïe. Et je distribuais le pain. Alors, je m'en distribuais déjà pour moi aussi, un peu plus. Et j'arrivais des fois à sortir un morceau de pain. J'avais pas le droit. Sur place, je pouvais manger ce que je voulais. Mais on ne peut pas manger beaucoup de pain. On peut manger 100 ou 200 grammes de plus. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est j'avais 2-3 camarades, les aider. Et de temps en temps, j'arrivais à sortir un petit morceau de pain pour aider mes camarades le soir. Mais pour moi, c'était une période un petit peu moins difficile grâce à ce travail que j'avais à la boulangerie. Ce qui est un paradoxe, c'est toujours l'endroit, la boulangerie existe toujours là-bas. Il y a marqué boulangerie. Je suis allé il y a quelques mois, ou il y a un an, et en me promenant, en faisant le tour du camp. Maintenant, c'est occupé, les appartements ont été terminés. C'est un genre de HLM, si vous voulez, et c'est habité par des gens. Naturellement, il y a actuellement là-bas, il y a un monument, il y a un wagon de transport vers l'Allemagne. Ils en ont fait un très beau monument, mais c'est habité, et cette boulangerie existe toujours. Et j'ai vécu des mois là-bas, moins difficiles que j'avais commencé à vivre à Compiègne. Et de temps en temps, j'avais déjà droit au moins au linge. Je renvoyais du linge à ma mère, qui me le renvoyait propre. J'avais le contact par le linge. C'était déjà un contact énorme. C'était ma mère qui avait lavé et repassé mon linge. J'avais l'odeur de ma mère et de ma sœur. C'est une chose extraordinaire, c'est l'odeur. Et on en a parlé, notre président en a parlé il n'y a pas très longtemps, juste titre. Mais et l'odeur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand je recevais mon linge, c'était un jour de bonheur pour moi. Et les mois ont passé, jusqu'au début du mois de juillet, où la moitié du camp a été mis dans l'autre moitié. On nous a vidé la moitié du camp. Et on a commencé à couvrir les bruits qu'il va y avoir une grande rafle à Paris. Donc nous étions prévenus, nous, quelques jours avant. Et nous avions essayé par différents moyens de faire sortir ces bruits qu'on entendait au dehors, qu'il va y avoir une rafle énorme. C'était le mois de juillet. Si ça a été entendu, écouté, je n'en sais rien. En tout cas, le 16 juillet 1942, cette fameuse rafle du Veldiv, elle a eu lieu, et ils sont tous arrivés, femmes, hommes, femmes, enfants, à Drancy, ils sont arrivés. Et ça a été, le camp, c'était quelque chose de... J'ai une anecdote à vous raconter. Il y avait un monsieur qui était avec moi à Compiègne, qui était le patron des papeteries Muller. Ce monsieur, c'était un grand monsieur rouquin, mais c'était un grand patron de l'industrie française. Monsieur très très connu. Et il a, je ne sais pas par quel miracle, mais il a réussi à avoir une chambre particulière. Il y avait quelques chambres particulières qui étaient réservées aux chefs de camp, aux les gens qui avaient la direction du camp, des juifs. Lui, il avait réussi, comme personnalité, M. Muller avait réussi à avoir cette chambre. Et un jour, nous avons reçu la visite de Dan Ecker. Je ne sais pas si vous savez qui était Dan Ecker. Vous savez qui? L'Allemand. L'Allemand qui s'occupait des Juifs, c'était quelque chose, c'était un monstre. Un monstre. Un homme grand, jeune, peut-être 35-40 ans, habillé avec des bottes, vous savez, un monstre. Et quand nous savions qu'il venait en visite à Drancy. Je n'ai pas besoin de vous dire que la cour était vidée entièrement et personne, on n'osait pas respirer, on regardait juste par la fenêtre. Et je le vois encore debout, avec des jambes écartées, et il tenait sa cravache à la main, qui tapait sur ses bottes, comme ça, il était là, il regardait tout le monde, il regardait il regardait si vous voulez voir des gens aux fenêtres. Il y avait quelques gens aux fenêtres qui regardaient, et tout d'un coup, on l'a pris par la suite, il a demandé, où est monsieur Muller? Ou monsieur ou Muller. Lui, il le connaissait. Moi, il ne me connaissait pas, naturellement. Mais Muller, il le connaissait. Et il est monté dans la chambre de M. Muller. M. Muller était couché encore. Il était peut-être 10 heures du matin.
M. Muller pensait que la notoriété avait des privilèges. Et quand il a vu M. Muller couché, M. Muller a fait partie du premier convoi qui partait pour la déportation. Tout de suite, pour vous dire la sévérité de cet homme, la méchanceté, la monstruosité de cet homme, c'était horrible. Parce qu'il ne s'est pas levé. Oui, parce qu'il était couché pendant que lui était là dans la visite des camps. Comment, à 10 h du matin, d'être couché monsieur Muller était un privilégié. Il croyait qu'il avait des droits. Malheureusement, pauvre homme, il était déporté et il n'est pas revenu. Et nous sommes restés là-bas à Drancy. Bon, je vous dis, les mois ont passé. J'ai une fois, ma mère m'a fait savoir, elle m'avait mis un tout petit mot dans le linge, qu'elle réussirait à passer dans la rue. Il y avait une rue où les gens passaient normalement, c'était derrière les barbelés, mais on voyait passer, c'était une rue qu'on voyait les gens. Là, elle m'avait dit, en montant au 4e étage, on pouvait apercevoir les gens qui passaient. Elle m'avait dit qu'elle passerait avec ma sœur. Et ben, je me souviens, elle m'avait dit qu'elle avait ou un foulard ou un chapeau, je ne me souviens pas. Et je suis monté dans une chambre, là-haut, et j'ai vu passer ma mère au loin. C'était un moment de bonheur. Je l'ai vu passer, elle ne m'a pas vu, elle ne pouvait pas me voir. J'étais derrière un carreau, moi. Moi, je l'ai vu passer, c'était quelque chose. Vous savez, c'est des souvenirs, c'est qui restent. J'ai vu passer ma mère. C'est la seule fois, d'ailleurs. Et les mois bons passés, et fin septembre, nous avons été... Là, commençaient déjà les déportations, les convois. Là, ça marchait déjà à une rapidité énorme. Mon père avait déjà été déporté, oui, j'ai oublié de vous le dire. Mon père est parti du premier convoi, le 27 mars 1942, de Compiègne. Le premier convoi numéro 1, qui a été exterminé à 99,5%. Tous ont été exterminés. Vous avez appris ça? Non, je n'ai jamais su. Je n'ai jamais su comment. Je n'ai pas cherché non plus, je dois avouer que le résultat, ça ne sert à rien. Je pense qu'il est mort, certainement il n'a pas dû arriver vivant. Comme dans les wagons, il n'a pas dû arriver vivant. Vu son état physique, vu sa force, il n'a pas pu arriver vivant. Je ne pense pas. Je l'espère. Je l'espère. Je pense qu'à l'époque, il ne gazait pas ces premiers mois comme ça. On n'allait pas les chambres à gaz. Mais je pense qu'il n'a pas dû arriver vivant. Et nous sommes... Là, après le mois de juillet, on a commencé les déportations. Les convois commençaient à se succéder de plus en plus rapidement. Puisque moi, au mois de septembre, j'ai fait déjà partie du 35e convoi. Oui, ça avait déjà... Et... Vous les comptiez, les gens dans le camp On ne peut pas les compter, on ne pouvait pas. Et vers la fin août 1942, j'ai été transféré à Pithiviers, où je suis resté 1 mois. Je ne peux pas vous parler de Pithiviers, c'est le trou noir. Je sais que j'ai été à Pithiviers, je sais que j'y suis resté 1 mois, je n'ai aucun souvenir. Rien. C'est le trou noir. Je me souviens ni d'être entré, ni d'être sorti. Pourquoi vous pensez que vous avez... Je ne sais pas, c'est le trou noir, je ne m'en souviens pas. J'ai pas de souvenir. Bon, j'ai des camarades qui me disent on peut t'aider à te rappeler. Je dis ça n'a pas d'importance. Ça m'apportera rien. La seule chose que je me souviens, c'est les 3 jours de wagon, mais je ne me souviens pas être rentré dans les wagons. Je me souviens d'avoir été dans les wagons pour partir en Allemagne, d'être déporté. C'était le 21 septembre. Ça, je l'ai su par la suite que c'était le 21 septembre. C'était le 35e convoi.